Alors, troisième table ronde. Excusez-nous pour ce petit retard, mais on va le rattraper. On a voulu aborder sous l'angle la problématique de l'installation, de cette liberté d'installation, sous l'angle de vision que peuvent avoir nos partenaires. Donc cette table ronde, les commissaires-priseurs français vus par leurs partenaires. Nous appelons donc Damien Leclerc, notre confrère de Marseille et Paris Hydro, de venir bien vouloir modérer cette table ronde. Dominique Chevalier, que je vois là, qui va participer, qui est notre représentant du SNA et qui est expert en textile. Nous avons Franck Prazan, qui est marchand de tableaux. Éric Turquin, que j'ai nommé tout à l'heure, qui est là, expert en tableaux anciens, bien connu. Olga Grimm-Wessert, qui est journaliste et correspondante pour le Handelsblatt. Et Henrik Einstein, qui est le directeur général de Lampertz, qui fait partie de notre tissu relationnel de commissaires-priseurs au niveau européen. Et Jean-Christophe Castelin, qui est rédacteur en chef du JDA. Ainsi que Pierre-Jean Chalençon, qui est collectionneur et qui est parmi nous, voilà, qui monte les marches que l'on reconnaît. Collectionneur en souvenirs historiques, voilà. Yes, we can do it in English, we can translate. Voilà. Bien, nous allons donc commencer la table ronde. Au début de celle-ci, je voulais souligner, comme vous le savez, que le marché de l'art est un tout petit marché au niveau mondial. Il représente seulement 50 milliards d'euros au niveau mondial, vente aux enchères et galeries comprises. Donc c'est un tout petit marché, puisque ces 50 milliards d'euros, ce serait l'équivalent du budget, par exemple, de la société Orange ou des laboratoires Roche. Donc le marché de l'art au niveau mondial est une petite chose, il faut quand même nous remettre à notre place. Et pourtant, dans ce petit marché cohabite un très grand nombre d'acteurs, des commissaires-priseurs, des maisons de vente, des experts, des collectionneurs, des journalistes, des conservateurs, des marchands, des galeristes. Donc nous avons voulu, chers partenaires, vous donner la parole et vous demander ce que vous pensiez des commissaires-priseurs. Au-delà de ce que vous en pensez, nous avons voulu vous demander peut-être comment travaillez-vous avec eux, comment dégagez-vous des dynamiques virtueuses entre ces acteurs du marché de l'art, et peut-être que grâce à cette table ronde, nous allons sortir un petit peu de la démarche où chacun veut défendre son précaré pour essayer de trouver tout simplement et concrètement comment travailler ensemble. Donc comment travailler ensemble, c'est la question que je vais poser donc en premier. On va commencer, si vous le voulez, par Éric Turquin, qui est donc expert en tableaux anciens. Donc Éric Turquin, comment travaillez-vous avec les commissaires-priseurs? Comment voulez-vous ou pouvez-vous travailler avec eux? Merci maître. Je travaille avec vous, maître, depuis 30 ans. En fait, avant que vous soyez né, je pense. Quand même pas. Et j'ai vu la profession et j'ai vu les rapports avec les commissaires-priseurs beaucoup changer depuis mon arrivée à Paris. En fait, je suis arrivé à Paris en m'associant avec Bruno de Bézère, expert en dessin, et tous les deux, nous avons voulu faire un petit peu évoluer cette profession d'expert et les rapports que nous avions avec vous. Au-delà d'un avis purement technique et d'être un expert avec une bibliothèque et un répondeur téléphonique qui donnait seulement une attribution, nous avons voulu profiter du fait que nous avions des rapports, et avec vous qui représentiez les vendeurs, et surtout avec les acheteurs, pour vous aider dans le marketing, en fait, pour vous aider à diffuser vos œuvres. Et ça nous a aussi encouragés à rédiger des notices différemment. Et depuis 5 ans, 10 ans, et surtout depuis 5 ans, avec une accélération très forte dans ces dernières années, grâce à Internet, en fait, qui permet une diffusion mondiale et très rapide et très bon marché des fiches de catalogue, en fait, des avis que nous vous donnons, nous avons vu, en fait, nous sommes volés à votre secours, si on peut dire. Et ça permet, c'est moins utile pour les commissaires-priseurs parisiens, mais pour les commissaires-priseurs de province, ça leur permet de rendre à leurs clients à Perpignan, à Brest ou à Strasbourg un service équivalent à celui que leurs clients trouveraient dans des maisons de vente anglaises ou américaines. Vous voulez dire donc que vous concevez votre rôle d'expert au-delà de l'expertise pure dans la coopération avec la maison de vente, avec le commissaire-priseur? Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas la concevoir autrement. Et donner une expertise, donner un prix
Donner une attribution, c'est une chose, mais ensuite donner un prix, ça ne peut se faire que si vous accompagnez, vous donnez les moyens et vous prenez les mesures qu'il faut pour atteindre ce prix. Merci pour cette expérience, belle expérience de coopération effectivement. Pour continuer avec un expert, mais qui est aussi antiquaire, donc Dominique Chevalier, qui je rappelle est antiquaire, expert et président du Syndicat national des antiquaires. Comment envisagez-vous comment voyez-vous les commissaires-priseurs? Comment collaborez-vous avec eux? Vous m'entendez, ça marche? C'est très bien. Grande et bonne question. J'ai effectivement une responsabilité. J'ai la responsabilité non seulement comme antiquaire, donc la responsabilité comme antiquaire, mais également comme président d'un syndicat national des antiquaires. Je voudrais résumer peut-être les relations qu'on peut avoir antiquaires et OVV avec cette phrase « Je t'aime, moi non plus ». Pourquoi ça? Je vais continuer à la métaphore. La métaphore, c'est qu'il y a une grande mer. Dans la mer, il y a des poissons. Les poissons, c'est les objets qui nous intéressent, vous et nous. Et sur cette mer, il y a différents bateaux. Il y a les grands bateaux. Les grands bateaux, ce sont le navire amiral, ce sont les grands parmi vous, c'est-à-dire les grandes OVV, je ne vais pas les nommer, hein, les 5 majeurs, on va dire, qui existent. Et puis il y a toutes les entreprises de province, qui sont des entreprises, je dirais, plus artisanales, qui ressemblent plus peut-être à ce que je me fais de l'idée d'un antiquaire. C'est un petit peu ça qui pose la problématique. Et donc, nous sommes sur le même marché. Nous devrions nous entendre. Mais nous sommes concurrents. Donc il est difficile de s'entendre quand on est vraiment concurrents. Et nous ne sommes pas forcément à armes égales. Je vais m'expliciter sur ces armes égales ou non. Il faut voir le côté positif. Il y a des combats qui sont des combats que nous devons mener ensemble et que nous menons ensemble, aussi bien avec le président du syndicat CIMEV qu'avec d'autres organisations comme les galeries du comité d'art avec Georges-Philippe Valois, par exemple sur l'ISF, c'est une chose qui est très importante. Également sur toutes les problématiques que nous donne, et Dieu sait que nous en avons, les paperasses que nous demande l'État, sur le livre de police, se battre par exemple en disant le livre de police, c'est le seul pays qui a un livre de police, c'est très bien, je ne suis pas contre, c'est la France. Il faudrait absolument qu'on puisse intervenir ensemble, commissaires-priseurs et antiquaires, pour que ce livre de police soit de toutes les contrées européennes. On parle de l'Europe. Et l'Europe, en fait, comment se fait-elle? On se demande comment elle se fait. Et c'est une des raisons pourquoi le syndicat national des antiquaires a décidé de rejoindre la SINOA en refaisant ses statuts et son règlement pour pouvoir avoir une voix plus importante à Bruxelles. Et là, c'est un combat qu'on peut mener effectivement avec les OVV. Vous avez besoin des antiquaires. Nous avons besoin des OVV. Vous avez des lots qui s'appartiennent à des antiquaires et vous savez très bien également que quand vous avez d'autres lots, si les antiquaires ne sont pas présents lors d'une vente, s'ils ne bident pas, s'ils ne donnent pas d'enchères, votre vente sera moins bien réussie. Je pense que l'antiquaire est essentiel pour le marché de l'art. Seulement, et là je suis encore plus vieux que mon ami Eric, et j'ai connu Drouot, même l'ancien Drouot. Avant Drouot, c'était en fait les grossistes. Maintenant, Drouot, ou les OVV, excusez-moi, hein, l'ensemble des OVV, maintenant, ce n'est plus des grossistes, vous allez directement, et c'est dans l'air du temps, c'est dans l'air du temps, vous allez directement de l'objet au consommateur ou à la personne qui le veut. Avec des dérives, parce que maintenant on voit que même le premier marché est attaqué. C'est-à-dire que le premier marché qui normalement est l'œuvre de galeristes qui s'engagent pour défendre des artistes, maintenant on voit que même ce premier marché, eh bien, les OVV font des ventes avec ce premier marché. Alors pourquoi le qualifier de dérive? Est-ce un mal en soi? Alors non, c'est une dérive qui, c'est pas un mal en soi, c'est un constat. Je suis en train de faire un constat, mais un constat qui risque peut-être de tuer le métier.
C'est-à-dire que c'est très dur pour tout le monde. C'est dur pour les OVV, c'est dur pour les antiquaires, c'est dur pour les galeristes. Mais il est évident qu'on a besoin de toutes ces personnes. Et que le fait, personnellement, et c'est mon avis, que je partage, le fait de vouloir faire tout, que tout le monde fasse tout, c'est effectivement dans l'ordre de la concurrence. Bruxelles nous l'a imposé, c'est clair, hein, et on peut revenir là-dessus, je vais rebondir par exemple sur les ventes de gré à gré. Les ventes de gré à gré, et ça concerne pas toutes les OVV, et je le sais bien parce que j'en discute avec beaucoup d'OVV, et d'OVV de province par exemple, c'est pas du tout leur problème, et il y en a qui ne veulent même pas en faire. Mais il y en a, je vais vous dire, leur chiffre d'affaires est en plus invisible. On ne le connaît pas exactement, sauf peut-être pour Sotheby qui est coté, mais on ne connaît pas leur chiffre d'affaires, et de plus en plus important. Ça peut aller de 20 à 30%. Et ça, c'est le cœur de métier d'un antiquaire. Un antiquaire, il cherche un objet, il essaye de le valoriser et il essaye de trouver un vendeur. Tandis que là, vous avez une machine de guerre qui est évidemment, et je parle pour les grandes, je vexe personne, hein, puis on peut très bien ne pas être d'accord avec moi, c'est ce que je pense. Les grandes OVV ont un pouvoir énorme, d'ailleurs bien souvent ils ne prennent même pas de frais sur les acheteurs quand il y a une grande collection, et même de temps en temps ils redonnent, et c'est connu, ils redonnent de l'argent pour avoir la collection. Qui a les moyens de faire ça ? Plus personne. C'est-à-dire que je trouve dommage qu'un métier comme le nôtre, métier d'antiquaire, c'est un métier de passion. Le métier de commissaire d'OVV, d'opérateur de vente volontaire, doit être aussi un métier de passion. Et là, malheureusement, la dérive, c'est une dérive de l'argent, du pouvoir, etc. Donc, pour résumer, parce que je ne peux pas être trop long, j'espère que c'est un peu structuré, je ne sais pas exactement. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble, qu'on doit faire ensemble pour défendre notre métier, et nous le faisons ensemble. Mais par contre, il faut peut-être réfléchir effectivement à ne pas tuer tous les étages du marché. Comment, je ne sais pas. Et peut-être que d'ailleurs, on sera tué par Internet, tout simplement. Parce que l'outsider actuellement, c'est Internet. Oui, effectivement, c'est un marché fragile dans lequel il y a aussi des acteurs fragiles. Monsieur Prazan, vous êtes directeur de la galerie Apicat Prazan. Comment voyez-vous cette collaboration ou au contraire cette absence de collaboration entre des maisons de vente et commissaires-priseurs et des galeristes ? D'abord, je voudrais remercier Jean-Pierre et le CIMEF de son invitation. M'excuser auprès de vous parce que dans un temps ancien, lorsque j'étais directeur général de Christie's, j'ai été un des architectes de l'ouverture du marché aux sociétés commerciales. Et maintenant que je suis marchand de tableaux, j'en mesure tout le prix. Je me suis posé la question, lorsque j'ai reçu votre invitation, sur ce que vous entendiez par le terme de partenaire. Je ne vais parler que de mon expérience personnelle. J'ai été, moi, personnellement, en tant que marchand de tableaux, partenaire une seule fois dans ma vie avec la maison Cornette de Saint-Cyr, lorsque, en 2007, je crois, nous avons organisé en commun la vente d'une célèbre collection, et nous avons monté cette opération en partenariat. Je l'ai été également dans le cadre de mon exercice, mais pas directement professionnel, lorsqu'avec Jean-Pierre, avec le syndicat des antiquaires et avec le comité des galeries d'art, nous avons communément défendu l'ensemble de la profession lorsqu'il s'est agi de dialoguer avec les autorités sur la problématique de la TVA à l'importation. Voilà, c'était il y a 2 ans, je crois. Il y a 1 an et demi environ. Sur la TVA à l'importation, oui. On a également abordé ensemble des problématiques liées à l'ISF. Et nous avons très récemment proposé un mécanisme qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale et qui permettrait aux diffuseurs que nous sommes d'amortir leur stock et par conséquent de générer un effet bénéfique pour l'ensemble de la profession. Il semblerait qu'à ce stade des discussions parlementaires, le mécanisme ait été abordé en commission des finances, voté, puis finalement rejeté par le Parlement, je ne sais pas à quel stade, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc il s'agit quand même d'un exemple de coopération réussie. Absolument. Notre positionnement par rapport aux sociétés de vente volontaire, commissaires-priseurs, est particulier. Il est particulier en ce sens que nous sommes plus que des partenaires, nous sommes des agents économiques
d'un même écosystème interdépendant. Nous agissons à la fois en tant que clients et fournisseurs, alternativement, successivement, voire concomitamment, puisque nous achetons en vente publique, nous sommes parfois amenés à vendre en vente publique, et que par conséquent, nous sommes mus par une communauté de destin. Et puis, nous sommes potentiellement concurrents. Nous sommes concurrents en amont, lorsqu'il s'agit d'obtenir de la part des propriétaires vendeurs qu'ils nous choisissent, nous, pour être soit leur intermédiaire, soit leurs clients, lorsque nous achetons. Nous avons cette caractéristique propre qui consiste à être, à la différence des maisons de vente, encore aujourd'hui à ma connaissance en France, en tout cas dans la pratique, des variables d'ajustement du marché, puisque nous formons des stocks, et que ces stocks sont propres à permettre au marché de fonctionner sur la longue durée. Donc nous sommes concurrents en amont, et nous sommes concurrents à la vente, puisque nos clients en galerie sont tous, sans aucune exception, enfin j'en ai peut-être encore un ou deux, sont également clients des maisons de vente publique. Donc nous sommes dans un même système interdépendant, amené de temps en temps à dialoguer, rarement directement, comme c'est le cas aujourd'hui. Et en fait, moi, ce que j'aurais aimé vous proposer, c'est de, puisque c'est l'occasion qui m'est donnée, si vous avez des questions à me poser en tant que marchand de tableaux, je serais vraiment très heureux d'y répondre pour vous expliciter un petit peu quelles sont les spécificités de notre marché. Je précise que je suis donc marchand de tableaux, que je vois une différence avec un autre métier qui est celui de galériste, puisque nous intervenons au second marché et ne défendons pas l'œuvre d'artistes vivants. En cela, je suis membre à la fois du syndicat des antiquaires et du comité des galeries d'art, et donc mon métier, en réalité, est beaucoup plus proche du métier d'antiquaire que de celui de galériste. Nous pouvons effectivement prendre quelques questions déjà, s'il y en a une, spécifiquement pour Franck Prazan. Je pense que ce qu'il a souligné est tout à fait important, que nous sommes à la fois concurrents, mais que nous coopérons ensemble. Donc c'est un système clos dans lequel des concurrents coopèrent, c'est une chose assez originale, mais qui nous incite justement à sortir, à avoir des idées nouvelles de coopération et à sortir de nos préjugés parfois. Alors y a-t-il déjà quelques questions pour Franck Prazan ? Oui. Mon ancienne collaboratrice. Cher Franck, j'avais une question. Cécile Bernard. de Drouot Patrimoine. J'interviendrai dans la prochaine table ronde, mais j'avais une question pour Franck Prazan aujourd'hui, parce qu'on a souvent le reproche dans les maisons de vente qui nous est fait par les professionnels. Monsieur Chevalier, vous avez peut-être pouvoir répondre à cette question également. Ce qui nous est reproché depuis justement Internet, Artnet, Artprice, enfin toute cette diffusion très claire des prix de vente en vente publique, est-ce que ça pose un problème pour vous par rapport à votre métier aujourd'hui? Vous disiez à l'instant que beaucoup de vos clients achètent aussi en salle de vente, donc quelle est votre valeur ajoutée aujourd'hui sur un tableau, par exemple, que vous achetez en salle de vente et que vous allez vendre sur un salon ensuite? Comment justifier votre commission? Comment faites-vous votre métier dans ce contexte? C'est une très bonne question à laquelle on est confronté en permanence, surtout lorsqu'on achète en vente publique, ce qui nous arrive assez souvent. Moi, je suis monospécialiste, donc des peintres de la seconde école de Paris. Lorsqu'un tableau se présente en vente publique et qu'il est pour nous, on va essayer de l'acheter. Après se pose la question de notre vie, de faire notre métier, de gagner notre vie en remettant sur le marché les œuvres que nous avons acquises. Il n'y a pas beaucoup de moyens d'acheter un tableau. Soit on le trouve en vente publique, soit on le trouve auprès des collectionneurs, ce qui là est notre atout, puisque ça fait des années qu'on est spécialisé et que par conséquent les choses viennent à nous peut-être un tout petit peu plus facilement. Soit on le trouve auprès des familles d'artistes. Mais puisque tous les artistes que je montre, à part un, sont aujourd'hui des artistes décédés. En réalité, ce que nous vendons, nous, en tant que... Enfin, c'est comme ça que je vois mon métier. Je ne vends pas le support matériel d'une œuvre, je vends le choix qui a été le nôtre lorsque l'on a acheté une œuvre d'art. Le discernement dont on peut faire preuve, l'engagement qui est le nôtre, même en termes financiers, lorsqu'on s'engage et que l'on achète une œuvre d'art. Et je n'ai pas, moi, par exemple, de problématique à expliquer à mes clients que j'exerce une profession, que je gagne ma vie, et je n'ai pas de problématique, contrairement aux autres professions. D'ailleurs, je pense que c'est la seule, à ma connaissance, à qui on peut faire ce reproche d'avoir un
coût d'acquisition, un prix de revient et un prix de vente, avec cette spécificité qu'une partie de nos stocks, de notre inventaire, de ce que l'on propose, est connue, puisque est passée en vente publique. Une petite partie pour ce qui me concerne. Moi, ça ne me pose pas de difficulté, en ce sens que, encore une fois, ce que je vends à mes clients, ça n'est pas uniquement, et peut-être surtout pas, le support matériel d'une œuvre d'art, mais le métier que j'ai exercé en m'en portant acquéreur ou en le vendant pour le compte d'un de mes clients. Et ça a un prix. Ce prix, on peut en discuter. En tout cas, il constitue notre rémunération, notre commission ou notre marge. Et c'est ainsi qu'on gagne notre vie. Mais je n'ai pas de difficulté particulière. Il y a un effet temps, l'effet de stock dont je parlais tout à l'heure, qui permet aux choses, avec le temps, de passer. Mais le reproche qui peut nous être fait de temps en temps sur la différence qui peut exister entre un prix de vente et un prix d'acquisition lorsque cet objet, cette œuvre d'art a été acquis en vente publique, n'existe pas dès lors que le bien repasse en vente publique. Et si vous avez observé les mouvements d'œuvres d'art sur le marché international récemment, moi quand je travaillais chez Christie's, on avait l'habitude de dire qu'un tableau important repassait sur le marché environ tous les 10 ans, tous les 12 ans. Aujourd'hui, le cycle de recommercialisation d'une œuvre d'art, il est plutôt, je parle des choses importantes avec un marché international, il est plutôt de 2-3 ans. Et en 2-3 ans, c'est très court, c'est l'effet de stock qui est le nôtre. En vente publique, le phénomène du prix antérieurement payé pour son acquisition, de fait, disparaît. Dominique Chevalier, vous voulez ajouter quelque chose sur les Je voudrais faire une petite précision, oui. parce que ce que nous dit Franck est tout à fait exact pour les tableaux. Je pense qu'en ce qui concerne les antiquités, et les meubles par exemple, ou même d'autres objets, effectivement c'est un souci. Le souci est que quand un prix est fait sur un objet, une commode, une tapisserie ou n'importe quoi, bien souvent il y a un coût de restauration qui est à prévoir après. Et ça, les particuliers ne le comprennent pas toujours. Et c'est pour ça que bien souvent, en tout cas, nous le demandons. Quand nous achetons un objet en vente publique et que nous l'avons, donc nous avons participé à que cet objet soit bien valorisé, nous demandons, et en général, le commissaire-priseur, l'OVV, l'accepte, de ne pas en faire une publication, en tout cas une publication avec photo. Parce qu'effectivement, ça peut nous gêner dans la mesure où il y a une photo, il y a un prix. Nous, on va mettre 20-30% de restauration de l'objet, que ce soit une commode, une tapisserie ou n'importe où, et les gens ne comprennent pas ça. Donc c'est vrai que cette petite chose-là, si ça pouvait être même pratiquement automatique, ça serait une très bonne chose. Alors vous avez besoin, évidemment, de pouvoir communiquer. C'est important pour vous de montrer que vous avez vendu un objet à un certain prix cher. Et c'est là où, effectivement, on peut avoir une petite difficulté. Mais en règle générale, si on s'appelle avant, ça doit pouvoir très bien fonctionner. Pierre-Jean Chalençon, je rappelle que vous êtes collectionneur d'objets d'art. Peut-être avez-vous quelque chose à nous dire sur cette relation entre les experts et les maisons de vente que vous voyez ici. Peut-être il y a votre expérience personnelle, tout simplement. Écoutez, moi j'ai une expérience intéressante parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été passionné par Napoléon. Et il y a quelques années, j'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Pierre Ozna et Jean-Christophe Châtaignier, qui est l'assistant de Jean-Pierre, et il croyait venir voir un vieux collectionneur d'objets de Napoléon, et il avait entendu parler de moi dans le Figaro Magazine. J'étais déjà dans la presse il y a 15 ans, et déjà. Et on l'a monté en l'espace de quelques semaines, eh bien ces ventes empires qui aujourd'hui sont devenues quasiment mondialement connues. Alors on ne vend pas des Picasso à 65 millions de dollars achetés par des fonds d'investissement douteux, ça c'est clair. Mais le commissaire, l'expert, le collectionneur que je suis a pu en fait faire une sorte de mariage avec le commissaire-priseur qui est Jean-Pierre Ozna. Et ces ventes, aujourd'hui, eh bien, elles cartonnent. On en fait 2 par an. Ça fait une quinzaine d'années que ça dure. Il y a eu un mariage avorté, c'est d'ailleurs avec Franck, puisque j'avais été reçu à l'époque par François Pinault. J'avais envoyé une lettre à François Pinault quand il avait racheté Christie's, et je lui avais dit Monsieur Pinault, j'ai vu que vous avez racheté Christie's, j'aimerais bien travailler avec vous. Il m'avait d'ailleurs très gentiment reçu, grâce à l'intermédiaire de Hugues Joffre à l'époque. Bon, la maison Christie's est une maison multinationale, et malheureusement, je n'avais pas trouvé en plus une maison anglaise, imaginez pour moi, donc ça n'avait pas marché. Mais avec Jean-Pierre, ça fait quand même 15 ans qu'on fait ces ventes. Ça ne m'empêche pas d'être toujours acheteur, ça ne m'empêche pas d'être aussi vendeur, mais ces ventes marchent bien.
Et à force, alors je sais qu'après j'ai agacé, j'agace beaucoup les gens. C'est pas mon style, mais c'est comme ça. Non, mais c'est intéressant de voir. Parfois, il y a de l'amour entre le commissaire-priseur Voilà. et son client. Mais en attendant, j'ai fait bouger le schmilblick. Parce qu'avant, quand on vendait une mèche de cheveux de Napoléon, un caleçon de Napoléon, tout le monde se foutait de ma gueule. À Drouot, on m'appelait Napoléon, on m'appelait l'empereur, peut-être on peut m'appeler Joséphine aussi. Enfin bon, j'assume ma vie. Mais en attendant, aujourd'hui, je fais quotidiennement la une du Figaro. En attendant, aujourd'hui, c'est moi le marché, si je puis dire. C'est nous avec Jean-Pierre, et je suis en attendant le seul Français qui organise des expositions dans le monde entier sur Napoléon. J'ai eu 2 millions de visiteurs en Chine. On fait quand même des choses. Donc une belle expérience. Mais c'est une belle expérience. Voilà. En même temps, j'avoue que moi je préfère acheter en France. Oui. J'aime aider les commissaires-priseurs parisiens, aussi les commissaires-priseurs de province. Je trouve que la France a, comme on dit dans cette émission d'M6, a un incroyable talent, mais il y a des trésors en France, il faut les faire connaître. C'est ça. Et c'est vrai que c'est important d'aider les commissaires-priseurs. Vous venez de signaler l'importance de la presse dans votre cheminement. Effectivement, les journalistes sont à la fois des acteurs, mais aussi des observateurs parfois très fins de notre métier. Jean-Christophe Castelin, vous êtes directeur du Journal des Arts. Comment voyez-vous vous-même les opérateurs de vente volontaire? Comment voyez-vous les commissaires-priseurs que vous observez au quotidien? J'ai failli être commissaire-priseur. Ah, c'est une info. C'était il y a une quinzaine d'années. J'avais décidé de changer de vie. Et donc, j'ai quitté mon entreprise et j'ai fait 4 ans à la Sorbonne. J'ai passé les concours. C'est Catherine Baron qui est dans le fond de la salle et qui m'a annoncé. Vous êtes passé dans les fourches codines de Catherine Baron, donc. Fourches codines de Catherine Baron et admissible. Et le désenchantement est venu quand il a fallu chercher un stage. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai préféré être éditeur de journaux. C'était en 2002. En 2002, c'était l'année où Pierre Berger voulait faire une OPA sur Drouot. C'est l'année où la réforme s'est appliquée. Certains d'entre vous s'en souviennent. Art Price également. Thierry Hermann avait souhaité faire une OPA sur Drouot. Et j'en arrive à mon point. J'ai attentivement écouté ce que disait tout à l'heure Xavier Hubert. Alors, je ne le connais pas, je ne voudrais pas trahir sa pensée, mais il me semble que le fond de sa pensée est la suivante, et c'est aussi ce que j'ai ressenti quand j'ai été à la recherche d'un stage, c'est que les études de commissaire-priseur n'ont pas atteint la taille critique, et je ne crois pas qu'aujourd'hui elles aient atteint la taille critique. Et quand on regarde l'ensemble des acteurs et des secteurs économiques aujourd'hui en France, on assiste à un vaste mouvement de concentration, de regroupement de structures avec des actionnariats très importants. Et je crains que ce phénomène ne soit pas encore arrivé dans les études de commissaire-priseur. J'ai plein d'exemples en tête. Qu'entendez-vous par là, précisément? Alors, je vais vous donner un exemple. Les laboratoires biologiques, un secteur que je connais un petit peu, profession très individuelle qui ressemble un petit peu au commissaire-priseur avec des pharmaciens qui ont fait de longues études. Et bien aujourd'hui, on assiste à l'arrivée de grands groupes, en général des grands groupes financiers, qui sont en train de racheter des laboratoires biologiques, tout simplement parce que les investissements qui doivent être développés aujourd'hui pour pouvoir faire toutes ces analyses biologiques, les équipements ordinateurs, les produits, les machines très sophistiquées, supposent des capitalisations de plus en plus importantes. Et donc, progressivement, on voit arriver un certain nombre de grands groupes financiers qui rachètent des laboratoires biologiques. Eh bien, je pense que votre profession, pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, même si j'en suis devenu observateur aujourd'hui, devrait rentrer dans ce mouvement parce qu'il est inéluctable et que je crois que c'est exactement ce que voulait vous dire tout à l'heure Xavier Hubert. 3 raisons pour lesquelles je pense que vous devriez vous regrouper. La première concerne les bases de données. Nous avons ici, je crois, quelqu'un de Christie's, de Sotheby's, en particulier Franck Prazan. Le réacteur nucléaire des maisons de vente, c'est le fichier client. Alors vous avez tous des fichiers clients, j'entends bien, parfois des fichiers Excel. Mais le réacteur nucléaire de ces grandes maisons, ce sont de méga bases de données comportementales qui recensent toutes les informations sur leurs acheteurs, sur leurs vendeurs et savent exactement dire qui a quoi et qui est susceptible, comme le disait Franck Prazan tout à l'heure, de revendre un Warhol et qui est susceptible de le racheter. Ce sont des investissements qui sont colossaux et qu'une seule étude ne peut pas réaliser à son niveau.
Et c'est donc une des premières raisons pour lesquelles je pense qu'il est nécessaire qu'un certain nombre d'acteurs se regroupent pour justement pouvoir réaliser ces bases de données qui sont non simplement des bases de données comportementales, mais un changement d'échelle. Vous imaginez bien qu'on ne peut plus raisonner en termes de 1000, 2000 clients, mais on raisonne en termes de 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 clients pour pouvoir faire justement, ce qui ne va pas faire plaisir à Dominique Chevalier, des ventes de gré à gré. Ça, c'est le premier enjeu. Donc c'est l'enjeu de la circulation, de la qualification d'informations. C'est la base de données clients parce qu'on est dans un métier de commerçant et qu'il faut connaître ses clients pour pouvoir trouver de la marchandise et proposer de la marchandise. Deuxième enjeu, c'est celui de la communication et du marketing. Vous le savez bien, Maître, qui avait fait de la communication pour le Quasvox, même si malheureusement je crois que ça s'est pas très bien terminé. On est dans un métier... Pour le moment, je crois, oui. On est dans un métier, vous le savez bien, de marketing et de communication. Ce n'est pas la peine de trouver la plus belle marchandise. Si elle reste anonyme dans votre étude, vous n'aurez pas d'acheteur. Or, aujourd'hui, la taille des études, telle qu'elle est aujourd'hui, ne permet pas d'avoir des équipes marketing. Les équipes marketing, c'est 1, 2, 3, 4 personnes avec des budgets qui vous permettent de mener des actions de communication et de marketing. Et pas simplement de prendre une page de publicité dans la Gazette Drouot. Et ça, c'est indispensable de pouvoir aujourd'hui avoir des moyens marketing en hommes et en budget afin de pouvoir assurer la promotion de votre marchandise. Troisième enjeu très important, le Journal des Arts a fait une enquête approfondie là-dessus. Ce sont les services financiers. Les deux journalistes qui sont dans cette salle ont réalisé cette étude. C'est l'activité financière de Sotheby's qui est en train de grandir à vitesse très importante et c'est devenu une source de profitabilité extrêmement importante. C'est tout simplement une activité de prêt sur gage. Et de plus en plus, pour pouvoir acquérir de la marchandise et pour pouvoir fidéliser un collectionneur, il me semble qu'on est rentré dans une phase où vos clients vont vous demander de pouvoir faire des avances en trésorerie, des prêts sur gage. Or, il est indispensable pour pouvoir avoir des lignes de crédit auprès des grandes banques de se regrouper. Ce n'est pas une étude toute seule qui aura la capacité de pouvoir avoir des lignes de crédit de plusieurs millions d'euros pour pouvoir effectuer un certain nombre de prêts sur gage. Donc voilà 3 enjeux très importants qui me semblent être aujourd'hui des moteurs très puissants et qui devraient inciter un certain nombre d'études à se regrouper avec des actionnaires uniques. Donc vous abordez peut-être ce qui sera aussi le thème de la table ronde suivante, hein, que faire, comment le faire, quelles peuvent être nos perspectives et nos stratégies de développement. Merci pour cette analyse. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un regard parfois venant de l'étranger sur nos structures. Olga Grimm-Wessert, vous êtes journaliste en France depuis 30 ans. Vous écrivez principalement dans la presse allemande, la presse économique et financière. Vous avez un micro et peut-être pouvez-vous nous dire comment voyez-vous les commissaires-priseurs français, comment voyez-vous ce marché de l'art en France? À votre sens, fonctionne-t-il ou fonctionne-t-il mal ou bien? Qu'avez-vous à nous en dire? J'ai préparé un tout petit peu un cas tout à fait précis de malfonctionnement de la part des commissaires-priseurs français par rapport à une maison de vente internationale où il s'agit des garanties qui ont été changées par la loi en 2001, 2008 et 2011 en ce qui concerne l'authenticité. J'ai travaillé beaucoup sur l'affaire Beltraki, qui est entourée d'une certaine omerta en France. D'ailleurs, on m'a demandé de ne pas en parler. Merci de dévoiler les préparatifs de nos entretiens. Parce que il y a un cas, notamment d'une galerie parisienne qui a acheté 3 tableaux d'Auguste Herbin et qui nous a permis en même temps de voir depuis quand monsieur Wolfgang Beltraki, qui à l'époque s'appelait encore Wolfgang Fischer, a déjà investi le marché en France. À savoir, en 1991, il a amené 3 tableaux chez Jean-Louis Picard, qui s'est juste mis à son compte à ce moment-là.
il s'est séparé de Adair Tajan. Je me rappelle de la conférence de presse qu'il a organisée en disant tout ce qui se passe avec mes anciennes partenaires est absolument insupportable, je me mets à mon compte. Néanmoins, M. Fischer lui amène 3 tableaux, dont un Auguste Herbin, assorti d'un certificat de la dame qui a été, qui a à la fois le droit moral et qui fait des certificats parce qu'elle a travaillé avec Herbin, que lui ou sa femme, aussi pour les autres tableaux, a eu le soin, parce que ça faisait partie de son système, de demander en amont. Donc il arrive avec les 3 tableaux, il les dépose avec un contrat le 30 octobre 1991. Ils sont vendus 3 semaines après. Le Herbin est acheté par une galerie parisienne qui, après, achète aussi un autre Herbin dans une vente internationale en 2003. Après, comme vous savez, l'affaire Beltraki éclate en 2010. En 2011, les policiers allemands, j'ai oublié, ils ont acheté un 3e, la galerie a acheté un 3e Herbin dans la région parisienne en 2001, à la fin de 2001, et la police allemande appelle le galériste en disant « Vous avez acheté un Herbin qui risque d'être un faux ». Peut-être pourriez-vous nous donner votre analyse peut-être de cette histoire que l'on connaît pour certains, sans en raconter tous les péripéties. Pensez-vous qu'il y ait des problèmes récurrents d'authenticité sur le marché de l'art en France, que ce soit que les professionnels sont mal outillés juridiquement pour y faire face, par exemple? Qu'en pensez-vous? Non, mais c'est pas mal. Ils sont pas mal outillés juridiquement. J'y viens. Alors allons-y. Les tableaux s'avèrent tous les 3 des faux. Donc la galerie s'adresse aux gens à qui ils ont acheté les tableaux en chérie pour les. La maison de vente aux enchères internationale, je regrette, les rembourse. Bien évidemment, leur service juridique fait des procès après. Monsieur Picard, qui a fondé après Piazza et qui a pris sa retraite, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit c'est prescrit, puisque et je n'ai même pas, il disait pour vous illustrer le partenariat des journalistes étrangers en France avec les commissaires-priseurs, je n'ai même pas à vous parler parce que c'est prescrit. Donc je vous cite, pourtant c'était quelqu'un qui était très sympathique et poli auparavant. Le 3e tableau acheté en 2001, ils ont eu beaucoup de mal à obtenir qui a été le vendeur. La maison de vente aux enchères dans la région parisienne a mis 1 an pour répondre qui est le vendeur. Ça, c'est une affaire qui est encore en cours des négociations. La première affaire va être jugée prochainement. Ce qui m'a amené... Donc votre propos sur le marché de l'art français, quel est-il? C'est que les commissaires-priseurs eux-mêmes ont une réglementation qui est sans arrêt en train d'être renouvelée, que personne est vraiment au courant. Qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est prescrit. Et à chaque fois quand on interroge quelqu'un, la réponse est différente. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être demander à M. Turquin, que pensez-vous des problèmes d'authenticité sur le marché de l'art? Sont-ils généralement bien réglés, mal réglés, rapidement? Qu'en est-il? Je voudrais rebondir à la fois sur ce que vous venez de citer, l'affaire Beltracchi, madame, et sur ce qu'a dit M. Castelin auparavant. Au fond, chaque fois, ce sont des problèmes d'expertise, des problèmes d'authenticité. Peut-être qu'il y a des experts parisiens qui se sont trompés, mais il faut faire quand même remarquer,
et dont vous avez tous lu l'affaire Beltracchi, puisque vous en avez parlé, madame. C'est quand même passionnant de voir les mécanismes par lesquels, effectivement, ce faussaire a réussi à tromper une grande partie du marché de l'art, mais à la fin, c'est quand même un expert qui l'a fait sortir du bois. Et vous parliez, monsieur Castelin, tout à l'heure de la puissance de feu de Sotheby's qui organisait ce système de prêt sur gage. Mais cette puissance de feu, elle est surtout liée à la puissance de l'expertise, pas du tout à la puissance de feu financière. C'est parce que Sotheby's, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui osent s'aventurer sur le marché de l'art, que c'est un marché très complexe, surtout depuis cette affaire que vous venez de citer, que, en fait, les grands groupes financiers, qui ne sont pas des spécialistes du marché de l'art, bien sûr ne s'y lancent pas, sauf s'ils ont avec eux un partenaire qui est suffisamment compétent, qui a en interne une expertise suffisamment performante pour s'intéresser à un domaine qui est extrêmement dangereux et très pointu. Donc je crois que ce n'est pas la puissance financière, c'est la puissance d'expertise qu'il faut chercher. Monsieur Hendrik Einstein, vous êtes directeur général de la maison Lampertz à Cologne et vous êtes aussi président de la Fédération des commissaires-priseurs européens. Comment voyez-vous les commissaires-priseurs français, les maisons de vente en France et plus généralement le marché de l'art en France? Maître, excuse-moi, je ne parle pas français. Je comprends, oui. Je ne parle pas, so I would like to continue in English. On va traduire votre propos si vous voulez. But if you understand English, I would like to do it in English. Yeah, it's okay. So you understood the question of Damien? Yeah, of course. Okay. Yeah. Je comprends, je ne parle pas. First of all, I know there's nobody in this room who knows the Beltracchi case better than me. On connaît tous Beltracchi. I have been also touché par Monsieur Beltracchi, but it's a little bit different. For me, it's a question of responsibility of the experts. One minute. Est-ce que vous voulez que je traduise en français ou est-ce que tout le monde est à l'aise? Je pense que tout le monde est à l'aise. Hein. Je veux pas, c'est affront. You please go on. Merci. But you would like to know how we see the situation of the French commissaire-priseur. Pour moi, Paris est un centre international du marché d'art. So, but it's not the only one. There are also other places. And as a foreigner, I love Paris, of course. But it's a little bit different to the other places like New York and London and places in Germany too. It's more complicated. It's hard to understand. It's not very well service-minded. And you are looking more inside than outside. That is my experience also of together. And when we are sitting together in Brussels, the French colleagues and friends and confrères, we are very close with Art Corial. We are doing sales together in Monaco and maybe next in Brussels. They are always focused on what's happening here. And Paris is not France. There are also other places here. So as a foreigner, it's hard to understand what's happening in Paris. And I believe the French colleagues and the French art market is not so interested on what's going on the other places in Europe, or maybe all over the world, maybe in London. But everybody is discussing about our colleagues in London. I'm sorry, I forgot the names of these two companies, but you know what I mean. Main problem of all our colleagues of the commissaire-priseur all over the world, except of London and New York, is how to compete with them. And it's hard because they have very well conditions. They have less regulations in Great Britain. There are absolutely no regulations in the United States. There is no droit de suite. There's no, we have in Germany a special droit social. There's no VAT. There's no import tax in the United States. There's nearly nothing. They not even have a national heritage. It's really strange. And Europe is getting more and more complicated. Even in Germany, they are now discussing about a new system of bien culturel and going into the direction of France. It's crazy. But the Italians, they learned about the bad situation. They are now changing their system. And if you ask for an expert from Italy, it's much easier than some years before, because you can follow the situation in Italy. There's no really international market anymore in Italy. So we have to compete with at least with the United States, with London, and don't forget it, with the internet. And I would say it's
it's really strange that there are too many laws in Europe, in my opinion. It's too much regulated. And then you can imagine how many things are already in the pipeline for the next year. It's incredible. I would like to stop them for a year, or following to Aldous Huxley saying time must have a stop. Don't do any law for a year. It's okay, we have to think about it. But on the one side, we have a more and more international market on the internet, totally international, hard to control, especially for the truckies and co. And on the other side, we have in Europe more and more regulation. The biggest thing which changed in the last 30 years in Europe is une Union Européenne sans frontières. That was the biggest change. It's more important to have no more frontiers in Europe than the implementation of the euro. I believe that. And if you ask all the parliamentaires in Brussels, they all agree with you that we don't have any more frontiers in Europe, but now we have a turn back. We have more controls, and yesterday I read in the Financial Times, Dijsselbloem made an interview telling, in the future, I believe there will be only a handful of countries maybe following the Schengen Agreement. So we have two ways. One is going more international, and the other one is going closer, like a closed shop. And another thing, and then I would like to close, I'm interested to follow you. Another thing is, for me, the art market will change maybe in the future, and we should be avant-garde and not following the changement. We have to concentrate on the more expensive, not only on the more expensive, of the more important artworks, to concentrate on them, to give them more space in our catalogs, and to put more of the smaller items online, because it's too expensive for the markets to distribute all these in the same catalogs in the same way. The postage gets more and more expensive. And I think we just created at Lampert's in our Berlin office a new platform. It's called Arthusiast. You can get an app on your iPhone. It's Arthusiast, and then you can buy online immediately for fixed price, including transport and so on. And it's unbelievable how many young people are buying, let's say, until 10,000 euros online. And a last remark by myself is, I'm astonished, I'm really astonished how many people are bidding on the sales online without seeing the piece before on a preview. That is unbelievable. They are paying hundreds of thousands of euros without having seen the piece before. So that's the changement of Europe and the changement in the world, and there are three ways. Thank you. Merci pour cette analyse. Je vous propose peut-être de poser vos questions à nos partenaires, puisque c'est comme ça que nous avons intitulé cette table ronde. Et il y a une question au premier rang. Merci. J'ai une petite réaction, d'ailleurs si en France c'est une réaction d'experts en l'occurrence. Dans le cadre de l'affaire Beltracchi, en France en tout cas, cette affaire aurait été jugée jusqu'au bout et il n'y aurait pas aujourd'hui des tableaux qui seraient dans les limbes ou sur le marché. En Allemagne, quelle est la garantie apportée en vente aux enchères publiques? C'est ce qui m'intéresserait aujourd'hui de savoir. Alors, par rapport à la France, puisque nous en France, même s'il y a eu des changements, des réformes, on a un système de garantie, autant des maisons de vente que des experts qui les assistent. Alors, Olga Grimwessert, peut-être voulez-vous répondre. Connaissez-vous des garanties spécifiques concernant l'authenticité en Allemagne? Monsieur Einstein? No, there is no guarantee in Germany because we are commissioner, we are handling on behalf of the consignor, except we made a mistake. Except we did not control the piece and we did not ask the leading experts for it. But I had to pay more or less 2.8 million. I went to the police. I have been one of the guys who discovered that. And you wouldn't believe it. There have been a lot of junk in the news also about that. But
the 3 paintings which we sold, we asked all experts, confirmed by all of them. And one was already in the catalogue Raisonné. He did it quite clever because mostly he copied paintings which have been in catalogues of Raisonnés but have been lost during the war. That was his trick. He's not a good artist. He's not an artist. He's really nothing more than a copy. But he did a very good work in the archives. He checked all the pieces which have been lost. That's the kick of the whole thing. And my key point was I asked for the provenance. And I never met them. I never had personal contact. The consigner of us has been the deputy military attaché of the German embassy here in Paris. We picked up the 3 paintings in the embassy here in Paris, German embassy in Paris. And at least we checked the provenance, and we didn't find him in the register of the city. And then I asked him, was your grandfather really alive? And they said, well, he's on the cemetery, this and this. I went to the cemetery. I found his, wie sagt man, Grab? Tomb. And I remember it was in the summer written Werner Jäger's 1912 to 1992. And then I checked, all have been bought by the Galerie Flechtheim, who closed in 1934, sold off 1934, so he must have been 22. Buying all these artworks by Max Ernst and Othon Fries, André Derain, Campendonck, and so. And the same evening I sent a letter, handwritten letter to my lawyer, please ask the police to check all this. It's a very simple trick to discover that, but we don't have a guarantee. Fortunately, my company won the lawsuit against Beltraki. We got all our money back, not Christie's. They lost more or less, I don't know, something of 10 million. Sotheby's a little less. But there have been a lot of galleries here in Paris who lost a lot of money. Marc Blondeau, well, you know that better than maybe than me. But we have insurance for that in Germany. But Lampert's is the only one in Germany who had an insurance for that. So, but they didn't have to pay because it cost really nothing. But as one of the results of this case is, for me, not only the auctioneers should have an insurance against this, the expert should have. This is a case, this is a problem for the experts. This is really a problem for the experts. And it's not expensive. In Germany, you pay 1,500 euros a year to have an insurance by AXA for experts, something like that. And we pay not more than 15,000 a year for an insurance for that. Merci, merci oui pour ces précisions. Peut-être peut-on passer à une autre question. Fabien. Une dernière question par Monsieur Jean-Claude Day qui est là-bas. Jean-Claude Day, qui commence dans la profession, qui commence dans la profession, qui va sûrement vouloir. Je vais chercher du travail. Eh bien, je me demande, mon cher Damien, ce que fait M. Chalençon ici. Il n'a parlé que de lui. C'est le plus grand collectionneur. C'est celui qui a les plus belles expositions. C'est celui, enfin, c'est le plus beau et le plus grand. Parfait. C'est la plus folle aussi. Ensuite, M. Chalençon, nous a parlé de... Depuis 15 ans, il monte des ventes chez Maître Ozna, à Fontainebleau. Moi, depuis 15 ans, je fais des ventes à Fontainebleau. Je ne les monte pas. Elles se montent toutes seules. Je n'ai pas besoin de les monter, comme il a dit. Et je crois qu'il se prend un petit peu la tête, il se donne comme expert, il n'est pas expert. Alors, est-ce que vous auriez une question, cher Jean-Claude? Hein? Est-ce que vous avez une question? C'était une mise au point. Alors, c'était une mise au point, nous en tenons compte. C'était une mise au point, et je voulais absolument dire qu'il n'était pas expert et qu'il disait n'importe quoi. Nous avons donc bien enregistré, Jean-Claude, cette observation confraternelle. Et donc, ouais, Jean-Claude est merveilleux, il est merveilleux. Et donc nous allons peut-être passer à une autre question. Peut-être à la table ronde suivante. Ou à la table ronde suivante. Si vous voulez bien. Alors, une question par madame, et après on passera à la dernière table ronde, si vous voulez bien. Marie de la Chevarnière, expert. Alors,
Ce n'est pas forcément une question, mais je voulais... Toujours pas de question. Non, mais ce qu'il est important, je Oui. crois, pour les commissaires-priseurs français, ils ne le disent pas assez, ils ne le font pas savoir suffisamment, c'est eux qui apportent par rapport à tous les marchés anglo-saxons et au monde, qui apportent le plus de garanties. Et ça, la question vient d'être effectivement évoquée de manière savoir très suffisamment, et monsieur en a parlé, oui. Mais faites-le savoir, et vos concurrents seront peut-être moins agressifs. C'est vrai que vous n'avez pas la même surface de marketing, c'est vrai, et ils ont raison, ce sont des choses à revoir, mais les garanties sont, pour le marché français, un vrai atout. Faites-le savoir. Un vrai atout pour les maisons de vente, effectivement. Françaises. Voilà, merci à tous. Merci pour cette table ronde. On pourra encore échanger après. Il nous reste... alors, on va vous applaudir. And thank you for visiting from so far.